Salut, c'est Milan d'Uncode School. Bienvenue sur notre podcast dédié aux professionnels du no-code. On y parle outils no-code, bien évidemment, mais également recrutement, productivité, entrepreneuriat et surtout bonnes pratiques pour naviguer dans cet écosystème no-code passionnant. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anna Gombin, qui est Knowledge Manager chez Alan. Durant cet épisode, j'ai souhaité discuter avec Anna de la bonne manière de documenter les process et de garder à jour de manière efficace une documentation d'entreprise. La documentation, c'est en réalité souvent le parent pauvre des product builders, des équipes et plus largement de certaines boîtes, voire parfois de toutes les boîtes. Et du coup, dans cet épisode, on s'est penché avec Anna sur la meilleure manière de mettre en place une documentation via un outil comme Notion. Et finalement, quoi de mieux que de prendre Alan en exemple, une boîte qui a aujourd'hui le statut de licorne et qui n'en finit plus de grossir. Donc si tu souhaites rentrer sérieusement sur les outils no-code et monter ton entreprise, la documentation, c'est la clé. Et je suis donc convaincu que tu trouveras dans cet épisode des pistes pour améliorer tes process. Et qui sait, peut-être un jour, même recruter un ou une knowledge manager. Sans plus attendre, ça démarre. Je te souhaite une très bonne écoute. C'est bon, on est parti, ça démarre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 4e podcast de Session de Uncode School où j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Anna Gombin qui travaille chez Alan. Donc aujourd'hui, j'ai une double chance parce qu'on va parler de deux sujets qui sont particulièrement hyper intéressants. Effectivement, la partie entrepreneuriale et un peu success story de Alan, mais c'est pas ce qui va nous préoccuper le plus parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu inviter Anna parce qu'elle est Knowledge Manager chez Alan et qu'aujourd'hui, notamment, tu travailles en fait sur Notion et tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu tout ça. Avant de commencer, Anna, est-ce que tu vas bien ? Je vais très bien, merci beaucoup. Trop bien. Bon, top. En plus, on est sur une fin de journée, mais encore avec un peu de soleil. Donc, ça promet en tout cas pour ces échanges. Alors, comme je le disais en fait en introduction, toi, tu es Knowledge Manager chez Alan. Alors, la vérité, c'est que en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est un métier qu'on n'a pas particulièrement l'habitude de voir. Donc, c'est ce qui m'a vraiment intéressé en fait sur ton profil. En plus de ça, pour être très honnête avec toi et avec les différents auditeurs, en fait, j'ai découvert sur Notion ton profil parce qu'il y avait eu en fait un article qui était publié sur la culture chez Alan et sur le fait que vous travaillez notamment sur Notion. Je pense que peut-être on peut avoir un débat sur est-ce qu'on dit en français ou en anglais. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on parle un petit peu de tout ça. On va rentrer un petit peu dans la culture d'Alan. On va essayer de comprendre en fait en quoi les outils, alors no code ou non, mais notamment Notion aident Alan justement à forger sa culture. Avant de démarrer ça, moi j'aimerais bien que Anna, tu puisses nous présenter un petit peu ton parcours avant de démarrer. Avec plaisir. J'opterai peut-être pour l'anglais Notion, comme ça, Ok, très bien. comme ça c'est défini. Merci beaucoup de ton invitation, Milan. Mon parcours, il est assez peu conventionnel parce que j'ai commencé ma vie professionnelle en étant professeur de français dans le secondaire. Donc, j'ai eu des élèves de collège, mais aussi lycée et même jusqu'à la fac. Et je savais que je voulais pas faire ça toute ma vie, mais je menais mon chemin jusqu'à ce que je rencontre Alan et qu'on vienne me chercher en fait en me disant écoute, on aurait besoin aujourd'hui d'une sorte de professeur interne. Ça, c'était en septembre 2019. Donc, il y a un moment déjà, Alan avait 70 employés et prévoyait d'ici à décembre d'en avoir 120. Donc, une croissance déjà très, très forte. Et moi, j'ai pas nécessairement compris tout de suite de quoi il s'agissait. Mais j'ai quand même, par curiosité, passé la première étape des entretiens. Et là, en Tu fait, avais on m'a décidé de parlé. partir de la fonction publique en fait pour le coup. Voilà, Ouais, ok. c'était, je l'avais derrière la tête et je me suis dit, tiens, ça peut être une opportunité, allons voir. Et en fait, c'est lors de ce premier entretien que j'ai entendu parler, moi aussi, pour la première fois, de knowledge management. C'est Jean-Charles, le CEO d'Alan, qui m'a expliqué, en fait, où en était Alan, sa culture et pourquoi, au sein de sa culture, Alan avait besoin d'un ou une knowledge manager.
on pourra en parler plus Ouais. longuement après du knowledge management, mais voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans les rouages et puis j'ai passé les 7 étapes des entretiens d'embauche. Et donc, je suis rentrée chez Alan en février 2020, donc on était 130 à ce moment-là. Et aujourd'hui, donc en mai 2022, on est 500. Ok. Et de ce que j'ai compris, vous avez fait récemment en fait une jolie levée de fonds aussi, et ça va visiblement pas s'arrêter à 500, mais visiblement il y a d'autres recrutements qui sont prévus dedans. Alors peut-être que toi tu pourras nous en dire un peu plus aussi sur ton profil, si toi aussi tu recrutes et comment est-ce que tu vois la construction d'une équipe de knowledge management manager, je sais pas trop comment est-ce qu'on dirait sur ce sujet. Avant peut-être qu'on démarre un peu plus sur ton métier, sur la culture, sur Notion, etc. Est-ce que tu pourrais nous présenter Alan pour ceux qui ne connaissent pas encore cette société? Ouais, Alan, c'est le partenaire de santé de tous les Européens et Européennes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a commencé en étant une assurance santé simple, et puis au fur et à mesure, on s'est développé et positionné un peu différemment en devenant un partenaire de santé, c'est-à-dire en ayant tout un arsenal de produits qui ne soient pas de l'assurance, c'est-à-dire réactif, parce que finalement, on fait appel quand à son assurance santé, une fois qu'on a déjà eu un soin pour rembourser. Or, nous, on s'est dit, OK, ce modèle-là, il marche pas. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de la prévention. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est placé sur le secteur de la santé mentale avec un produit qui s'appelle Alan Mind et qui permet en fait de faire du journaling, d'avoir accès à des psys en ligne, etc. Et ça, qui sont adoptés par plein d'entreprises, en fait. On fait surtout du B2B sur ces produits-là. Et puis, l'idée, c'est d'être vraiment... On a aussi une clinique virtuelle avec en fait un ensemble d'arsenal de médecins qui répondent à vos questions 24 heures sur 24, etc. Ok. Et donc, l'idée, c'est vraiment de devenir le partenaire de santé dans le sens où, voilà, dès que tu as un problème de santé, dès que tu as une question santé, dès qu'en fait, tu penses santé dans ta vie, tu penses Alan comme ton partenaire, que ce soit en prévention ou en curatif. Ok, très clair. Alors, du coup, j'imagine qu'il y a pas mal de questions effectivement qui sont posées donc par les personnes qui ont des questions de santé ou autres. Aujourd'hui, toi, ton métier, pour être sûr qu'on cadre bien, en tout cas, la knowledge manager que tu es, son travail, c'est non pas de répondre aux questions des personnes qui sont en externe, mais plutôt en fait d'organiser la vie en interne, donc des collaborateurs en fait. Est-ce que du coup tu peux nous dire en fait comment c'est arrivé ce type de métier, parce que c'est quand même assez finalement assez peu commun dans pas mal de boîtes. Donc peut-être à partir de quel moment on a besoin d'un ou d'une knowledge manager. Mmh. Peut-être les compétences, parce que je trouve que finalement, c'est une excellente chose. J'y avais pas du tout pensé. Pas besoin d'avoir des professionnels de Notion, mais finalement, ton parcours, ton cursus de prof de français, c'est absolument excellent en fait pour faire ça avec Notion. Tu nous diras peut-être comment est-ce que tu auras mis ça en place. Alors, Mmh. déjà, à partir de quel moment, en fait, sur quel type de boîte on aurait besoin de ton profil et en quoi consiste ton profil? Alors, en fait, je pense que n'importe quelle entreprise peut avoir un knowledge manager ou une knowledge manager. Là où ça va différer, c'est que c'est quand même un poste, en fait. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui sont pas prêts et prêtes à investir dans un tel poste. Pourquoi? Parce que mon poste, c'est quoi? En fait, on a une énorme base de données en interne, une base de connaissances, une sorte de wiki interne qui est sur Notion. Hem, Parce que à partir d'un certain moment dans la vie d'une entreprise, je dirais, que ça peut être dès le départ s'il y a une culture de l'écrit et une culture du remote, et ça peut être un peu plus tard s'il y a une culture du bureau et du partage de connaissances à l'oral. Hem, mais à partir d'un moment, quelle que soit la culture d'entreprise, une entreprise va avoir besoin de scaler son partage de connaissances. C'est-à-dire qu'une personne qui est experte, par exemple, d'un sujet, elle peut transmettre ses connaissances à son équipe. Mais en fait, à partir du moment où une entreprise grandit, ça va prendre énormément de temps et de répétition de Ouais. transmettre ses connaissances. C'est-à-dire, OK, une personne, elle va pouvoir répéter 100 fois la même information à l'oral ou à différentes personnes. Nous, ce qu'on essaye de faire avec le knowledge management, c'est que
une personne n'ait à écrire ou à faire une vidéo ou en tout cas à transférer son savoir qu'une seule fois et qu'il puisse être diffusé à 20, 500, 3000, 7000 personnes. Et en fait, c'est ça en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais le fait de scaler, c'est-à-dire une mise à l'échelle. C'est exactement ça. C'est pouvoir capitaliser sur les connaissances de chacun et de chacune pour les transmettre au plus grand nombre et de la manière la plus pédagogique possible. Et moi, en fait, mon rôle en tant que knowledge manager, c'est de donner tous les outils à chacun de mes collaborateurs pour le faire eux-mêmes. Ok. Et de ce que je vois, c'est le knowledge management. Alors, tu parles, on va parler de la culture d'Alan, qui est une culture de l'écrit, mais est-ce qu'il y a également, ton travail, c'est également d'être sur de l'audio, de la vidéo, tout type de support qui permettront de transmettre cette connaissance, en fait? Parce que là, il y a vraiment ce que j'aime sur ton profil, et là, on se retrouve sur la partie formation, puisque moi, avec Uncode School, j'ai également, en fait, la partie formation. Il y a vraiment cette partie de transmission et de travail pédagogique, en fait, qu'il va y avoir. Et le but, c'est pas juste d'avoir une base de données qui est mal organisée, c'est de donner du sens à la connaissance, en fait. Absolument, et c'est là que je trouve que Jean-Charles a eu, le CEO d'Alan a eu une très bonne idée en pensant à moi. C'est parce qu'au lieu de capitaliser sur quelqu'un qui avait déjà travaillé en entreprise, qui avait l'habitude de tous les process d'entreprise, etc., il a plutôt capitalisé sur mes soft skills qui sont, qui sont la pédagogie. Et effectivement, à partir de ce moment-là, il se trouve que moi, j'avais un profil qui correspondait à un profil dans ce type d'environnement, ce qui n'est pas le cas, je pense, de tous les profs. Ouais. Mais effectivement, tu peux soit partir de quelqu'un qui a l'habitude de travailler en entreprise et à ce moment-là, il y a une mise à niveau à faire au niveau des compétences de pédagogique, ou l'inverse. Quelqu'un qui a déjà des compétences pédagogiques et pour qui il y a une mise à niveau à faire sur le monde de l'entreprise, comment ça se passe, comment ça s'organise, comment se fait la communication, etc. Et justement, ce petit côté, enfin ce gros côté pédagogique, il est mis en avant sur cette partie transmission, mais du coup, j'imagine sur cette connaissance, il y a de l'itération qui se fait aussi avec les équipes. Ça, c'est important que tu aies vraiment du feedback, du retour en fait de ces personnes-là pour pouvoir adapter, puisque une connaissance, par définition, c'est quelque chose de mouvant. Alors absolument, mais en fait, il y a une chose que j'ai pas encore précisée, et ça me permettra de répondre à ta question sur l'audio et la vidéo, c'est que c'est pas moi qui produis le contenu. C'est-à-dire moi, je produis le contenu sur le knowledge management chez Alan, sur mon propre travail, mais en fait, on demande à chaque expert et chaque experte de produire leur propre contenu. Et ça, on pourra en reparler parce que c'est très lié à la culture spécifique d'Alan. Je connais plein de knowledge managers qui produisent le contenu eux-mêmes. Moi, D'accord. mon travail, c'est vraiment et alors, je vais utiliser un mot en anglais parce qu'en fait, j'arrive pas à trouver vraiment d'équivalent en français. Mon travail, c'est l'empowerment des équipes, Ok. c'est-à-dire donner, aux équipes tous les outils dont ces équipes-là ont besoin pour elles-mêmes, ces équipes transmettent leur savoir, en interne et en externe. Et donc moi, mon travail, il est beaucoup plus en amont, il est de fournir tous les outils. Et c'est-à-dire les outils pédagogiques, les outils justement de templates, etc. Et puis après, évidemment, je les aide et je peux revoir les contenus et voir comment le rendre de manière plus pédagogique possible, etc. Et c'est aussi moi qui les aide justement s'ils veulent faire des vidéos à déterminer la structure qui serait la plus pertinente, etc. Mais Ok. c'est pas moi qui produis le contenu pour eux. D'accord. C'est plutôt assez logique, parce que j'imagine que tout le contenu, il va y avoir, ça peut être des product managers, ça peut être des médecins, ça peut être des développeurs. Exactement, Et en règle générale, j'imagine c'est pas tellement dans ton scope. Donc pour le coup, exactement. ça a plutôt du sens de faire ça. Carrément. Et alors, du coup, la transition, tu l'as fait plutôt bien. Quelle est la culture d'Alan? Parce que je sais que du coup le CEO d'Alan communique vraiment sur ce sujet-là. Je pense que Mmh. vous êtes une boîte qui, dans l'écosystème en tout cas de start-up qu'on peut voir, ou des boîtes qui sont un peu en hyper croissance comme vous avez quand même une culture qui est très particulière, sur laquelle vous travaillez beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous la présenter, et comment tu vois ton rôle en fait dans cette culture-là? Ouais, avec plaisir. La culture d'Alan, elle est centrée autour de 5 piliers, de 5 grandes valeurs qu'on n'a pas inventées, qui sont évidemment inspirées de plein d'autres boîtes. La première valeur, c'est nos membres d'abord. Donc, nos membres, c'est au départ nos assurés, maintenant tous les gens qui utilisent Alan comme partenaire de santé. C'est de se dire, en fait, euh,
c'est la priorité, elle est aux gens qui vont utiliser Alan, elle n'est pas à nos shareholders, elle n'est pas à qui que ce soit, elle est à nos membres. Et en fait, c'est ce qui nous permet de faire un produit qui soit hyper agréable à utiliser, qui soit en fait dédié à l'utilisateur en premier lieu. Ça, c'est une de nos premières valeurs. La deuxième valeur qu'on a, c'est alors je traduis parce qu'on travaille entièrement en anglais en interne, parce qu'on a beaucoup de collaborateurs et collaboratrices internationaux et donc c'est pour ça qu'il y aura quelques moments de franglais. Je vous prie de m'en excuser. En fait, c'est parce que je travaille uniquement en anglais, donc c'est difficile de trouver parfois des bonnes traductions. Notre deuxième valeur, c'est l'ambition sans peur, c'est-à-dire, en fait, rien n'est trop gros. Tant que tu déconstruis bien les problèmes en petits sous-problèmes, tu peux atteindre ce que tu veux. Donc, n'ayons pas peur de faire des choses où tout le monde autour, de manière extérieure, nous dirait mais ça marchera jamais. En fait, on essaye, on teste et souvent ça marche. C'est ce qui a permis d'ailleurs d'être les premiers depuis une trentaine d'années à venir sur le monde de l'assurance santé, etc. Une autre de nos valeurs, et c'est celle-là vraiment qui va nous intéresser, en anglais, on dit distributed ownership, donc responsabilité distribuée. Et c'est en fait l'idée que chacun, parce qu'on n'a pas de management classique chez Alan, et c'est l'idée que chacun, en fait, peut prendre des décisions. Et en fait, pour que chacun puisse prendre des décisions, donc ces décisions-là, elles sont prises à l'écrit, elles ne sont pas prises dans des rendez-vous, dans des réunions, parce qu'on dit souvent, ah oui, chez Alan, c'est une entreprise 0 réunion, mais les gens ne savent pas toujours très bien ce que ça veut dire et s'imaginent qu'on est une boîte où on n'a pas de contact social avec nos collègues, ce qui est complètement faux. Quand on dit qu'on n'a pas de réunion, ça veut dire qu'on ne prend pas les décisions de manière orale dans une réunion, dans une salle. Nos décisions, elles sont prises de manière écrite, à l'écrit. Et dans un endroit, en fait, on utilise GitHub. On utilise les issues sur GitHub comme forum de discussion et qui est entièrement ouvert en interne à tout le monde chez Alan. Donc, qui est entièrement transparent. Alors, GitHub, juste pour un point sur les auditeurs, c'est un outil de versionning qui, à la base, en fait, était utilisé par les développeurs, qui est toujours utilisé aujourd'hui par les développeurs pour créer des versions d'applications. Et là, vous en faites quelque chose qui est absolument... finalement, c'est une sorte d'esprit détourné en fait d'un logiciel qui n'était pas vraiment prévu pour ça à la base. C'est finalement d'essayer en fait d'utiliser cet outil de versionning pour donner des nouvelles versions de décisions en fait à chaque fois. Et en fait, l'intérêt de GitHub, c'est qu'en règle générale, il y a une personne qui est en charge d'une branche, donc d'une décision, et les personnes qui veulent ajouter à cette branche-là, ils doivent proposer en fait une branche, enfin ils doivent proposer en fait une nouvelle, un nouveau commentaire et ou proposer une nouvelle, ce qu'on appelle faire une pull request et en règle générale la personne qui est en charge du coup de cette branche-là doit accepter ou non la nouvelle pull request décision. Alors, je sais pas si alors, là, alors en fait là tu décris le fonctionnement de GitHub pour le code, mais nous on a un peu et c'est très bien décrit, nous on l'a un peu détourné dans le sens où on utilise les issues qui sont une partie spécifique, une feature spécifique de GitHub, donc dans laquelle en fait c'est simplement un forum de discussion avec un premier post et puis des commentaires en dessous et que tu peux fermer, c'est-à-dire que tu peux on peut voir, cette discussion-là, elle a été fermée. Et nous, en fait, la manière dont on utilise, c'est quiconque peut en ouvrir une, qui sera publique, pour proposer une décision avec une proposition. Donc, on a tout un template pour qu'elles soient toutes formatées de la même manière, selon la même structure. Et puis après, les gens commentent. Et la personne qui a ouvert l'issue sera en charge de la fermer. Et fermer une issue, chez nous, ça veut dire la décision a été prise. Et en fait, dans cette valeur-là dont je parlais de responsabilité distribuée, c'est que chacun peut ouvrir une issue pour discuter d'un problème et proposer une solution. Sauf que pour que quelqu'un puisse être en mesure de proposer une nouvelle décision, il faut que cette personne-là ait tout un ensemble d'informations, de contexte pour nourrir cette proposition de décision. Et donc, à la fois un ensemble d'informations sur ce sujet-là, et puis de contexte sur ce qui a déjà été décidé à propos de ce sujet-là. Et donc, c'est là que la transparence
rentre vraiment en compte, c'est que sur GitHub, tu peux retrouver l'ensemble des décisions qui ont été prises depuis le début d'Alan. Donc, il y a 35 000 issues qui sont fermées, ce qui veut dire qu'il y a eu 35 000 décisions qui ont été prises. Et cette personne-là, pour ouvrir une issue, elle va aussi aller voir sur Notion toute la documentation au sujet d'un sujet. Et ce qui va lui permettre en fait de nourrir sa réflexion et d'avoir toute la connaissance disponible pour pouvoir proposer la décision qui soit la plus pertinente possible. Donc ça, c'est notre valeur de responsabilité distribuée qui en fait est permise par la quatrième de nos valeurs qui est la transparence radicale. Parce que donc toutes les données sont ouvertes chez Alan en interne, tout est entièrement transparent, sauf évidemment les données de nos membres qui sont cryptées, etc. On a eu un contrôle de la CNIL qui s'est extrêmement bien passé. On est maintenant partenaire avec eux, etc. Donc ça, sur ça, il y a aucun problème. Mais sur tout le reste, tout ce qui concerne l'interne, là, tout est ouvert. Par exemple, chacun peut voir les salaires des autres, etc. Cette valeur-là, c'était moi, je me pose une question dessus parce que c'est vrai qu'il y a des boîtes qui le mettent en œuvre et d'autres qui le mettent pas en œuvre. C'est vrai qu'il y a des décisions. C'est pas normal que ça soit pas vu de tout le monde, mais après il peut y avoir d'autres décisions un peu peut-être plus personnelles sur d'autres ou d'autres personnes. Le fait d'avoir une transparence radicale, de ton point de vue, c'est quelque chose qui fait avancer plus vite parce que finalement, tu as toutes les informations à disposition. C'était ça, en fait, j'imagine, il y a des... Alors, c'était notamment ça. Oui, alors c'est ça en majeure partie. C'est en fait donner à chacun et chacune toute la connaissance dont ils et elles ont besoin pour être eux-mêmes responsables, propriétaires de leurs propres décisions. C'est vraiment donner un terreau fertile à tout le monde pour que tout le monde puisse participer à l'entreprise. Et du coup, bien sûr que ça accélère les choses parce qu'il n'y a personne pour bloquer le savoir. C'est-à-dire, moi, si j'ai besoin de prendre une décision sur quelque chose et je me dis, ah, mais tiens, pourquoi ils en étaient venus à faire ça il y a 2 ans? J'ai aucune idée. Il faudrait que je retrouve la personne qui est partie depuis. Donc, j'ai que des informations partielles qui vont en fait me faire proposer quelque chose dont on a déjà parlé il y a 2 ans, mais moi, je ne le sais pas, etc. Bon, là, je fais une recherche dans GitHub, dans les issues et je sais pourquoi ils ont fait ou pas fait ça il y a 2 ans. Donc, effectivement, ça permet d'aller plus vite, mais aussi d'être beaucoup plus efficace et pertinent dans notre travail, quoi. Ok. Et il y avait une cinquième valeur. Ouais, et la cinquième valeur qui est aussi liée à la responsabilité distribuée et la transparence radicale. Bon, c'est plus classique, mais c'est alors en anglais c'est personal and community growth, donc une croissance personnelle et de l'équipe, et collective. Et en fait, c'est qu'à partir du moment où on te donne la possibilité et la confiance, parce qu'il y a une énorme question de confiance, de prendre des décisions, et ton impact dans l'entreprise, il va grandir. Et du coup, comme notre grille de salaire, elle est basée sur l'impact qu'a une personne dans l'entreprise par rapport à... en fait, l'impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire la création d'équité par rapport à notre valeur, à notre valorisation. En fait, tout ce que fait un employé, on est quand même dans une entreprise, hein, donc c'est pour créer de la valeur pour l'entreprise. Et donc, l'impact, c'est la valeur que tu crées dans l'entreprise. Et donc, plus tu vas prendre des décisions importantes et qui ont de l'impact sur l'entreprise au sens large, plus tu vas grandir dans l'entreprise. D'accord. Et du coup, pour comprendre, en fait, vous avez un système complètement horizontalisé où il y a comme une verticalisation qui se fait. Toi, tu es toute seule ou tu n'as que des pairs ou tu as quand même des N+1, des N+2 en fait Alors, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, il y a des équipes quand même parce qu'on est forcément structuré, parce qu'on est 500, donc il y a nécessairement une structure d'équipe. Et chaque équipe a un ou une lead mais qui en fait n'est pas un ou une manager dans le sens où cette personne-là ne décide pas seule de la roadmap de l'équipe et qui va faire quoi. Ça, en aucun cas. Cette personne-là, elle est là pour aider à organiser le travail du groupe. Et elle est là, par exemple, pour proposer une roadmap qui va être entièrement... pour proposer, disons, par exemple, un squelette de roadmap qui va être entièrement nourri par les gens, etc. Donc, c'est vraiment plutôt... Le lead, c'est un guide et en aucun cas une personne qui va décider pour son équipe. Ça, vraiment pas. Et donc, oui, à l'intérieur des équipes, effectivement, c'est du pairing, ouais,
complètement. OK. D'ailleurs, là, mon équipe actuelle, donc j'ai été pendant 2 ans vraiment seule. Et là, il y a eu une petite restructuration des équipes. Et du coup, j'ai eu la chance d'accueillir avec moi Philippe Lam, qui a été pendant 7 ans directeur de Learning and Development, en fait, chez Klarna. Je ne sais pas si tu connais Si. cette Ouais. belle entreprise. Ouais. Et donc, Philippe, par exemple, dans n'importe quelle autre boîte, ben, il serait arrivé comme mon N+1 et ça aurait été mon boss. D'accord. Et ben, chez Alan, c'est moi qui l'onboard. Donc, c'est moi qui, depuis 2 mois, je lui apprends tout d'Alan. Et en OK. fait, on travaille en collaboration sur les sujets qu'on a en commun. Et en aucun cas, c'est mon manager ou quoi que ce soit. OK. Et voilà. Et je travaille également avec Diane Rivière, qui est la directrice, alors comment dire en français, la directrice de la culture? OK. D'accord. Chief Heu, Culture Officer. Voilà. OK. Et donc, Et on est tous les 3. Et en fait, tous les 3, on a chacun une aire assez différente de travail. Et donc, on collabore sur celle qu'on a en commun en bonne entente. Et même si ce sont 2 personnes bien plus seniors que moi, en fait, il y a pas de relation de hiérarchie. OK. Ça je sais pas si c'est applicable à toutes les boîtes. Moi, je suis assez fasciné par cette culture parce que je pense que finalement, quand même, pour avoir cette culture-là, je pense qu'il faut quand même choisir des profils qui ont un petit tempérament, au-delà de l'autonomie, quand même un tempérament un petit peu entrepreneurial quand même, pour le coup. Alors, Qui ont un peu une ouais. mission. Alors, une mission, ça, c'est sûr. Une mission, ça, c'est évident. Et d'ailleurs, dans une de nos valeurs, il est écrit voilà, qu'on cherche des missionnaires. Enfin, le mot est pas terrible parce qu'il porte beaucoup d'histoires qui n'a rien à voir, mais des gens qui, effectivement, sont là pour la mission d'Alan et qui sont très entreprenants. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et effectivement, Alan, c'est une culture qui convient pas du tout à tout le monde et il y a aucun problème. Enfin, on est complètement conscient que c'est une culture qui nous convient. Enfin, en tout cas, les gens qui sont là, ça leur convient. Elle conviendrait pas à toutes les entreprises, pas à toutes les stades d'entreprise, pas à tout le monde. Et enfin, on dit pas que c'est la meilleure, juste c'est celle qu'il y a C'est chez fine. Alan. Et voilà. Et en revanche, on a un processus de recrutement qui est très long et qui vise notamment à vérifier ça. Et OK. il est assez robuste, justement, pour s'assurer, en fait, qu'on se trompe pas, que les personnes aient vraiment envie de travailler comme on leur propose de travailler et que nous, on ait vraiment envie de travailler avec eux comme ça, quoi. En 1 ou 2 minutes, tu peux nous donner un petit peu le process de recrutement ou c'est quelque chose que vous gardez Oh, alors, pour vous? comme je t'ai dit, la transparence, je pense que il y a 1000 articles de blog sur notre process de recrutement, OK. avec peut-être même les questions, et cetera, des étapes qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc, c'est vraiment pas du tout un secret. La première étape, c'est ce qu'on appelle donc ce sera en anglais, hein, un Mmh. screening. Donc, en fait, une demi-heure où on cherche à comprendre ce que la personne cherche dans son travail et chercherait chez Alan. Puis ça dure une demi-heure. Puis il y a une deuxième étape qui sont les questions écrites. On envoie là à tous les candidats les mêmes. 4 ou 5, ah non, il y a une petite adaptation. 4 ou 5 questions écrites en anglais pour aussi vérifier le niveau Ouais. parce que comme tout est à l'écrit, et il faut quand même qu'il y ait une étape du process qui soit écrite et en anglais, avec des questions assez standardisées sur ce que la personne cherche dans la culture d'Alan, chez Alan, dans ce poste-là en particulier. Une troisième étape qui est un entretien technique assez classique par rapport à d'autres boîtes. Une quatrième étape qu'on appelle behavioral interview, et où là, pour le coup, on teste le culture fit. Donc là, OK. moi, par exemple, elle est toujours menée, cet entretien, il est toujours mené par quelqu'un qui n'a pas le même métier que la personne qui l'interviewe. Parce OK. que Oui, oui. c'est pas du tout lié aux compétences techniques, en fait. C'est vraiment lié au culture fit. Donc, c'est des questions de comportement plutôt liées à la psychologie. Tu peux Euh, recevoir un développeur, par exemple, ah oui, ou une ça m'est développeuse, arrivé plein de fois. Bah, absolument, d'accord. absolument. Absolument. En fait, c'est un entretien où on cherche à voir comment la personne réagit aux échecs, aux feedbacks, etc., Mmh. pour vraiment voir comment cette personne-là se sentirait chez Alan. Parce que ça sert à rien Mmh. de dire bah oui, je réagis très bien au feedback, si en fait c'est pas le cas et qu'après ce soit un échec pour tout le monde. Bien sûr. Et puis après, il y a une étape d'appel de référence des Mmh. employeurs précédents, classique aussi. Et puis il y a la dernière étape qui est pas des moindres, qui s'appelle le full day, où en fait une personne vient travailler une journée entière chez Alan. Alors on réutilise
jamais ce que les personnes font, hein. Je sais que Mm. des entreprises le font. Nous, on Ouais, crée des exercices complètement décorrélés de la réalité d'Alan. Enfin, c'est dans la réalité d'Alan, mais c'est pas des choses dont on a besoin, sur lesquelles, soit c'est des choses sur lesquelles on a déjà travaillé, etc. Mais en tout cas, on ne réutilise pas le travail des candidats. Et c'est en fait une journée où la personne rencontre plein de gens et a des exercices très concrets de mise en situation. ok. Donc, ah bah voilà, moi par exemple, mon exercice, c'était, il y a un nouveau produit qui sort. Bon, c'était il y a longtemps, maintenant ce serait un exercice complètement différent dans le contexte de cette croissance, mais c'était, il y a un nouveau produit qui sort, il faut que tout Alan soit au courant, qu'est-ce qui se passe? Quel est le process que tu mets en place? Ok. Pour que l'équipe support soit parfaitement éduquée dessus, sache que ça, qui est ça, que les product développeurs puissent travailler avec les ingés, les designers, que le marketing le sache, etc. Donc c'était un exercice comme ça, par exemple. Ok. Et en une journée, tu avais réussi à faire un onboarding complet sur ce nouveau produit, en fait. Pour le coup. Écoute, ouais, moi, j'avais pas trop d'idées de ce que c'était le knowledge management, donc j'avais pris une technique un peu différente, qui est que j'avais pas vraiment délivré de résultats, mais j'avais en revanche poser toutes les questions Ouais. qu'il faut se poser. Et je me suis dit, OK, en fait, j'ai rien à leur donner de concret parce que j'ai jamais fait ça, j'ai pas d'expérience dans le knowledge management. En revanche, voilà, moi, tout mon processus, un peu plutôt comme dans un cabinet de consulting, tout Oui. mon processus de réflexion que je poserai. Ça a marché apparemment. Trop bien. Et super. Merci pour ces étapes de recrutement parce que je pense que c'est des choses qui, du coup, peuvent inspirer plein d'autres boîtes et c'est important de le savoir aussi parce que, quand même, cette étape, c'est quand même aussi un gros engagement en fait de la part de la personne Ouais, qui postule. complètement. Donc, c'est vrai que top. Merci beaucoup pour ça. Si je reviens un petit peu à la culture, tu me décris avant qu'on passe un petit peu plus aux outils et à Notion. Sur la culture de l'écrit, j'imagine que ça vous a donné en fait, j'ai deux questions dessus. La première, c'est cette culture de l'écrit, elle a toujours existé ou c'est toi qui es venu vraiment, on va dire, mettre les bases ensuite sur ça. Pas du tout, elle a toujours existé. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a souvent plein de gens qui me contactent pour mettre en place du knowledge management dans leur équipe, par exemple. Des CEO de boîtes de 30, 40 personnes ou quoi. Ok. Ou alors des knowledge managers qui sont déjà dans des grosses boîtes et qui viennent d'arriver, qui me demandent des conseils. Enfin, ça arrive assez souvent, c'est normal et ça me fait plaisir d'aider les gens. Mais en fait, souvent, je vois que c'est difficile pour des knowledge managers qui arrivent dans une équipe, je sais pas, de 200-300 personnes et en fait, qui n'ont pas le soutien du leadership. Parce que Mm. moi, la grande chance que j'ai chez Alan, c'est que la culture de l'écrit, elle a été mise en place dès le premier jour, alors qu'ils étaient que deux, Charles et Jean-Charles, notre CTO et CEO, qui sont les cofondateurs. Mm. Et en fait, c'est d'ailleurs génial quand tu vas voir dans les issues GitHub, c'est qu'il y a des issues alors qu'ils étaient 4 employés, quoi, et qu'ils étaient tous autour d'une table. D'accord. Et donc, en fait, les premières décisions d'Alan ont été déjà documentées et déjà prises à l'écrit. Et donc, moi, j'ai beaucoup de chance parce que bah, j'ai des cofondateurs qui poussent et qui montrent l'exemple en fait en permanence et qui poussent à ça en permanence. Et donc, bah, mon travail est évidemment facilité. Ok. Ouais. Et cette culture d'écrit, je repense un petit peu, tu vois, au confinement qu'on a eu et qui s'est passé. Il y a plein de boîtes en fait qui n'avaient pas cette culture-là, et je pense que vous, c'est passé. Bah, je mets vraiment beaucoup de guillemets sur ce que je dis, mais un peu comme une lettre à la poste Ah, bah si. chez vous, puisque bon, après la culture d'e-remote, tu pourras peut-être m'en parler, mais j'imagine que ça aussi, le fait que ça soit à l'écrit, fait que en fait, il y a une culture du remote qui doit être plutôt assez bien mise en place en fait chez Alan. Bah alors, en fait, on l'avait avant parce que il y avait déjà une très 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 grande tolérance au remote. En fait, on avait le droit de faire jusqu'à 80% de son temps en remote, Ah ouais, d'accord. que ce soit sur la semaine, sur le mois ou sur l'année. On choisissait comment on l'organisait. Donc, il y avait déjà une très grande tolérance à ça. Pourquoi? Parce que on avait toute l'infrastructure de notre manière de travailler qui était organisée de manière à le permettre. Donc, à partir du moment où on peut le faire, pourquoi pas faire confiance à ses employés. Donc ça, c'est une première chose. Par conséquent, le confinement, c'est effectivement, on a vu aucune différence dans le travail, dans la manière de travailler, il y a eu aucune différence. Et d'ailleurs, tout à l'heure, au début, avant que le podcast commence à enregistrer, je t'ai dit ah, il faut que je change de salle. Et je t'ai dit, je chuchote parce que les bureaux sont très silencieux. Ben oui, parce qu'en fait, même les gens qui viennent au bureau, ils ne parlent pas. Enfin, alors ils se parlent évidemment, ils se parlent entre collègues. Il y a plein d'endroits dédiés au Ouais. bureau
pour discuter, évidemment. Mais en revanche, quand on est derrière son bureau, c'est la culture LAN, c'est à l'écrit, quoi. Ok, Et donc, le confinement, il y a eu zéro différence, à ce point qu'on a même formalisé depuis, au bout d'un mois de confinement, quand on s'est rendu compte que ça n'avait absolument rien changé pour nous. On a formalisé une politique qui s'appelle Work from Anywhere, donc en français, travailler d'où vous voudrez, et où en fait, depuis, chaque Alaner travaille d'absolument où il et elle veulent, tant qu'il y a une différence, je crois que c'est 5 heures avec Paris, pas max, d'accord. tu vois, plus ou moins. Et, Ok. et voilà, donc moi, je vais parfois travailler un mois dans tel pays, un mois dans telle ville, un mois dans tel endroit. Ça ne change absolument rien, quoi. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter de podcast et qui vont commencer à rêver. Donc, je sais pas si Et tu auras d'ailleurs, un il y a avis. même, il y a même énormément d'employés en full remote. D'accord. Voilà. Ok. Alors, et du coup, enfin, parce que c'est bien de parler de la culture de l'écrit, mais la culture de fait de se voir, on est en visio, c'est pas exactement la même chose de se voir. Ouais. Quand même, ça aussi, vous avez formalisé, au-delà de la culture de l'écrit, des moments sociaux peut-être aussi Ouais, bien sûr, où, bien évidemment. Alors ça, on s'est très vite rendu compte que bon, dès que le Covid a pu le permettre, que c'était évidemment ce qui manquait le plus. Donc, évidemment qu'on a des budgets par différentes tailles d'équipes. Donc, il y a des mini-équipes, puis par communauté. Donc, par exemple, mini-équipe, ça va être les 3 Eng qui s'occupent de tel truc. Puis les Eng designer et product qui s'occupent de tel produit, ça va être un peu plus grosse équipe, enfin un autre niveau. Puis la communauté Eng où il y a tous les ingénieurs, etc. Donc à tous les niveaux d'équipe, il y a des budgets où on permet vraiment aux gens de se rassembler, où on l'encourage, etc. De faire minimum une fois par mois, où évidemment on paye tous les gens qui, si ça se passe à Paris, tous les gens sont évidemment invités à venir à l'hôtel, etc. Après, on encourage aussi les équipes à faire des off-site, donc des moments où entre équipes, ils vont dans un lieu tiers, passer 1 ou 2 jours sans vraiment travailler, alors où ils réfléchissent à des projets, etc., mais sans vraiment travailler de manière conventionnelle. Et puis après, au niveau de l'entreprise, on a 2 fois par an un off-site. Ok. Donc là, avec toute l'entreprise pendant plusieurs jours, et là où on ne travaille pas non plus, où c'est vraiment purement pour se retrouver en vrai. Ok. Bon, merci pour ces précisions parce que c'est vrai que sur cette culture, moi je la trouve vraiment, vraiment fascinante et tu nous as donné plein d'insights qui, je pense, vont pas mal nous aider par la suite à peut-être comprendre en fait comment toi tu as essayé quand tu es arrivé en fait de structurer ton travail. Mmh. Si on parle aujourd'hui, c'est parce que notamment tu utilises en fait Notion. Alors tu nous parleras aussi des autres outils que tu utilises. On a parlé de GitHub en fait avant. Il y a une culture très tech pour le coup parce que c'est Ouais. quand même un outil tech et je pense que c'est peut-être une des valeurs où là vous allez. Je pense que chez Alan, vous êtes convaincu que la tech peut rendre service en fait et peut être, alors peut-être pas l'alpha et l'oméga en fait d'une réponse en tant que telle, mais peut en tout cas vraiment aider à construire en fait des nouvelles choses. Là, l'idée c'est qu'on parle un petit peu de Notion. C'est un peu l'outil, on va dire, qui est en train de buzzer parce que ça fait déjà quelques années en fait qu'il est déjà là, mais aujourd'hui on sent qu'il a vraiment une grosse trend. Il peut paraître évident parce que quand on est dans le milieu un petit peu start-up et parisiano-parisien, on ne voit que ça, mais la réalité c'est qu'en fait aujourd'hui il n'y a pas du tout que ça. Et probablement qu'à d'autres endroits que Paris, d'autres personnes utilisent ça ou d'ailleurs n'utilisent rien et auraient envie de le découvrir. Donc, chez Alan, quand tu es arrivé, tu disais il y avait environ 120 personnes, il y avait déjà de la connaissance qui était présente via les issues GitHub. Comment ça s'est passé? Pourquoi tu as choisi cet outil? Pourquoi tu as proposé cet outil dans un premier temps au lieu de, par exemple, rester sur GitHub ou même peut-être d'utiliser, on peut citer, je sais qu'il y avait du Evernote qui était là, on aurait pu prendre peut-être un Google Doc potentiellement pour faire ça. Ou alors je crois que Microsoft ils ont quelque chose aussi, mais enfin vous étiez sûrement pas dans peut-être cette culture Microsoft. Comment tu as décidé que c'était un outil qui convenait à ton travail? La réponse va être très décevante. Notion était déjà en place quand je suis arrivée en 2020. D'accord. Ok. Mais par contre, je peux t'expliquer pourquoi les autres Ouais. ont décidé avant moi.
Donc, en fait, en plus de la connaissance qui était déjà présente sur GitHub dans la forme de décision passée, il y avait aussi une connaissance plus fixe, c'est-à-dire une documentation de process, une documentation de ce que c'est l'assurance, une documentation, etc., Oui. plus fixe aussi, qui était déjà là et qui, elle, était aussi sur GitHub. Ok. Qui était pas dans les issues, qui était ailleurs sur GitHub. Sauf qu'en fait, justement, c'était pas très flexible, alors que c'est de la connaissance qui change tout le temps. C'était pas suffisamment flexible pour le versioning, etc. En tout cas, c'était pas suffisamment friendly non plus, parce que c'est quand même noir et blanc. Bon, voilà, c'est assez aride. Et donc, Austère. ils ont austère, Ouais. exactement. Donc, en fait, en décembre 2018, donc ça fait vraiment longtemps, on est vraiment early adopter Ouais. en France. D'après ce que j'ai compris, c'est les équipes de Notion qui m'ont dit ça, donc c'est pas par arrogance, c'est eux qui m'ont dit ah oui, en France fin 2018, il y avait Ouais. pas beaucoup de gens. Non. Et en fait, ils ont fait un benchmark, tout simplement, des outils de documentation. Donc, il y en a un que tu n'as pas cité, avec lequel on aurait pu complètement aller parce qu'on utilisait déjà Trello, c'est Confluence de la suite Oui. Atlassian. Et Je sais que tu allais me citer Monday, en fait, pour le coup. oui, alors je ne sais pas si ça existait à ce moment-là. Ouais, peut-être, je sais pas. Moi non plus, je ne sais pas, hein, j'avoue. Mais en tout cas, ils ont fait un benchmark. Il est toujours sur le Google Drive bien rangé. Donc je peux te le retrouver parce que c'était transparent. Et d'ailleurs, je l'avais longuement lu quand je suis arrivée. Et voilà, ils ont fait un benchmark avec tout un tas de critères. Ils ont monté une équipe pour tester tout ça, etc. Et puis en fait, c'est Notion alors que même qu'ils en étaient vraiment à une MVP, je dirais, Notion. C'est Notion qui a gagné le benchmark. Ok. Et voilà. Et donc, en janvier ou février 2019, ils ont transféré toute la documentation qu'il y avait, la documentation fixe, hein, pas la documentation des décisions, la documentation Ok. des process, etc. Ils l'ont transféré depuis GitHub sur Notion. Et en fait, après ça, ils l'ont juste alimenté, mais ils n'ont pas vraiment construit par-dessus de process, de principes de responsabilité, d'ownership de page, de template, de flow de documentation, etc. Et donc moi, C'était un quand je petit suis peu brut, en fait. voilà, complètement. Ils ont fait des copier-coller de GitHub, ce qui était déjà énorme. Et en plus, c'est en Markdown, les Oui. deux, donc c'était pratique. Markdown, pour ceux qui ne sauraient pas, peut-être, c'est un formatage de texte, Voilà. un type de formatage de texte. Et, euh, et voilà, et donc moi je suis arrivée 1 an après le transfert sur Notion et en fait il y avait plein de choses mais qui n'avaient pas du tout été pensées en termes d'architecture de l'information, en termes etc. Et donc j'ai quand même un peu tout repris. Par exemple, aucune page ne disait qui était le propriétaire de la page, donc on ne savait pas du tout. Quand il y avait un truc qui n'était pas à jour, on n'avait aucune idée à qui s'adresser pour savoir, pour demander si c'est à jour ou pour demander dire ah ben ça faudrait le modifier, etc. Donc il y a eu tout un gros travail de mise à plat de tout ça, de refonte de l'architecture à mon arrivée. Ok. J'imagine, c'est un boulot qui a dû te prendre pas mal de temps. Ça m'a Pour le pris, coup. ouais, je dirais les 3 premiers mois, c'était principalement ça, décider de la nouvelle architecture, la refonte, trouver pour chaque page, retrouver des propriétaires, et puis après, voilà, la mise en place de templates, la mise en forme des anciennes pages sur la base des templates qu'on avait définis comme étant les bons, etc. Une sorte d'uniformisation générale, quoi. Ouais. Et alors ça, du coup, ça m'amène un peu à la question suivante que j'avais en tête. Comment est-ce que vous utilisez en fait du coup Notion? Parce que là, tu m'as parlé finalement, vous aviez quelque chose de brut en fait à la base, mais Mm. bon, brut c'est pas suffisant si on veut que les gens en fait finalement consomment l'information, consomment la connaissance. Il faut aussi finalement qu'elle soit bien présentée, qu'elle soit bien ordonnée. Ouais. Et donc, par conséquent, le fond comme la forme, je crois que c'est Victor Hugo qui disait ça, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et du coup, comment toi, comment tu l'utilises? Tu m'as parlé de template, et donc c'est toi qui as créé ce template. Tu as pris déjà des choses qui étaient existantes, tu as vraiment fait le template Alan, ou comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que la mise en forme finalement sur Notion, elle est plutôt assez libre. Tu te dis, bon, en haut, ce qui est plus important, c'est vraiment ces informations. Tu commences toujours par une base de données. C'est quoi ton process et surtout ta méthodologie ou tes méthodologies si tu en as?
Ouais, alors la base de données, c'est un sujet sur lequel on pourrait passer des heures, la base de données sur Notion, parce que c'est à la fois extrêmement puissant et en même temps, c'est pas, je dirais, adapté à des équipes de 500 personnes parce que, enfin, dans notre cas, hein, Mhm. parce que ça demande beaucoup d'éducation autour. Donc nous, on a voulu aller au plus simple. Donc en fait, notre Notion, il a 5 sections principales avec des sous-sections à chaque fois. Et en fait, quand tu cliques sur une section, il y a un menu, une sorte de page d'accueil qui décrit ce qu'il y a dans cette section et avec des liens vers des sous-pages. Et la base de données, on l'utilise évidemment. Par exemple, on a une base de données pour la team avec là vraiment des propriétés enfin, tout un tas de propriétés qui font Très précise. très précises, exactement. Et là, avec un template aussi prédéfini de comment remplir cette page, etc. Donc ça, c'est une grosse base de données qu'on réutilise. D'ailleurs, on en parlera plus tard, mais pour l'ownership, c'est ça qu'on utilise. Mais je crois que je l'ai montré dans le Oui. tour que j'ai fait à Notion de comment on utilise Notion. Et donc nous, en fait, on est principalement sur des pages, enfin, je veux dire, le gros de notre utilisation, je dirais 70% de notre utilisation, ce sont des pages classiques que les gens dupliquent à partir du template, effectivement, qu'on a mis en place et qu'on fait évoluer, bien sûr. Le template, en fait, il est le plus simple possible. Nous, ce dont on avait besoin, c'était une uniformisation du design principalement et de l'architecture, enfin, et de la hiérarchisation de l'information. Donc, c'est un template très simple sur lequel il y a tout en haut le propriétaire de la page, la dernière date de mise à jour, une table des matières Ok. et un petit call-out. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien Notion, une sorte de petit cadre Ouais, c'est un et un petit encadre. call-out avec un emoji ampoule pour décrire en 3 phrases à propos de quoi pour aller un peu plus loin que le titre, à Mm. propos de qu'est-ce que cette page va t'apprendre, pour que quand tu arrives sur une page, ce soit le premier truc que tu puisses voir et que tu décides, après, à partir de la table des matières, est-ce que tu vas lire ou pas la page, quoi. C'est une sorte de quatrième de couverture de, Ouais, de heu bouquin, et en fait. et de résumé et de sommaire De aussi. résumé, ouais. Enfin, Ok. table des matières, sommaire et quatrième de couverture, exactement. Et alors, justement, c'est très intéressant parce que toi, en fait, à chaque fois, il y a des templates. Donc, les équipes ensuite qui les utilisent ces templates où ils ont le droit de twister un petit peu, de changer des choses parce Bien que. sûr, non, mais alors on est une entreprise où on se fait énormément confiance, donc rien n'est ordre, tout est, guideline, quoi. On les guide et donc ce qui est sûr, c'est que tout le monde doit mettre un propriétaire. Ça, c'est absolument la règle de base numéro un pour qu'il y ait de la comptabilité, en fait, tout Mm. simplement. Mais après, évidemment, qu'on laisse chaque équipe et chaque personne faire des pages qui jugent plus intéressantes. L'équipe design, par exemple, ils s'amusent beaucoup. Ouais. On a quelques Notion nerds en design et donc ils font des pages parce que ça les amuse de passer du temps, ça les amuse et ils trouvent ça important aussi pour l'engagement, etc., de passer plus Mm. de temps à faire des trucs un peu plus jolis. Moi, ce que je voulais proposer, c'était une version minimale qui puisse guider le plus grand nombre de personnes possible dans le plus grand nombre de situations possibles. Et après, évidemment, par exemple, on a un wiki à l'intérieur de Notion pour notre équipe support, où c'est là qu'est documenté en fait, tout le savoir de l'assurance, enfin sur le fonctionnement de l'assurance, pas pour le construire, ça c'est documenté à un autre endroit, mais pour l'expliquer à nos membres. Ok. Et puis tout le savoir sur le produit aussi pour pouvoir l'expliquer à nos membres. Et Et, et, ouais. et, et eux, pardon, et eux, ils ont en fait un endroit qui est spécial. Vraiment, c'est toute la documentation pour notre service client, quoi. Et, euh, Et eux, ils ont par exemple, ils se sont fait un template sur la base du template commun que j'ai proposé. Ils ont fait un template un peu plus détaillé sur lequel je les ai aidés, bien sûr. Et justement, t'en parlais tout à l'heure, vous êtes une entreprise de 500, vous allez grossir. Donc, Notion, comment ça a été vous êtes passé quoi, de 120 à 500 depuis que toi, tu es là. En 2 ans, Euh, ouais. Comment est-ce que tu as un peu évangélisé cet outil en interne et formé les gens? Parce que
alors, tu vois, vous y êtes mis en 2018, Notion, c'était pas ça pour tout le monde. Et en vérité, je pense qu'en 2022, c'est encore pas ça pour tout le monde non plus. Ah, Euh, absolument, absolument. donc, C'est ouais, et je pense encore pour quelques années, même si évidemment l'outil est mmh, quand même en vogue, ouais, comment est-ce que tu organises en fait ouais, cet onboarding, cette formation des mmh, équipes mmh. pour qu'elles puissent prendre en main cet outil qui, me semble-t-il, au regard de ce que tu décris, est assez crucial pour l'entreprise puisque c'est la base de connaissances d'Alan. Exactement. Et ben, écoute, je me suis dit à quel moment il faut que les gens commencent à s'en servir, pas au moment où ils vont commencer à documenter quand ils seront eux-mêmes experts, parce que là, ils auront, trop peur de l'outil, ils l'auront jamais pris en main et cetera. Donc on va faire radical. L'onboarding chez Alan se fait sur Notion. Ok, C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, l'onboarding, c'était un tableau Trello avec une colonne par jour pour les ok, 4 premières semaines, mais qui menait en fait de toute façon en grande majorité à des pages Notion. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, en fait, on va transférer tout ça sur Notion. ouais, Et du coup, donc il y a un template, et encore une fois, commun. Donc, le minimum, la base commune minimum que tous les nouveaux employés doivent avoir par jour aussi, c'est un tableau par jour pour la première semaine et puis après par semaine. Et puis, ça, c'est la base commune. Et puis après, chaque équipe duplique cette base commune, fait son template de base commune d'équipe. ok, Donc, rajoute, par exemple, disons, des jours 3, il y a une reading list pour, enfin, une liste de lecture, autant pour moi, ok, sur des lectures communes pour tout le monde, que tout le monde en jour 3 doit savoir en arrivant chez Alan. Il y a, je ne sais pas, par exemple, installe tel outil que tout le monde doit installer chez Alan et puis fais tel truc. Ok, ça c'est la base minimale. L'équipe sales commerciaux vont dupliquer cette base minimale et l'appeler sales onboarding et vont ajouter à ce jour 3, il faut aussi que tu installes tel outil sales. Tu peux ok, aller commencer à voir notre pitch sales. Donc, en fait, ils rajoutent des cartes. Et en fait, après, chaque nouvel employé a une personne qui l'accompagne dans son onboarding. Et cette mhm. personne-là va encore dupliquer le tableau Sales Onboarding pour dire Nicolas, par exemple, un nouveau Sales, Nicolas Sales Onboarding. Et là, va rajouter des cartes qui sont vraiment spécifiques à l'onboarding de Nicolas. D'accord, ok. Voilà. Et donc, il y a 3 niveaux comme ça. Il y Mais a du coup, c'est pas les RH qui Alors ça, finalement. je l'ai fait en collaboration avec une collègue Juliette en RH. On a vraiment travaillé toutes les deux. Mais en fait, au fur et à mesure, c'est quand même moi qui ai pris en grande partie le sujet de l'onboarding chez Alan, un peu par défaut. Ok, Et voilà, après, moi, je suis plus ou moins attachée à RH, hein, ok. de toute façon. Donc Et du coup, il y a également, j'imagine, dans ce process d'onboarding, il y a une petite formation, voilà. Notion où Alors, en fait les oui. gens cliquent Alors, partout et en espérant qu'ils arrivent au bon endroit à la fin. ben, les Ça deux. reste Donc, pas très dur à utiliser, mais enfin quand même. alors, une personne arrive et en fait, quand elle arrive, le premier truc qu'elle reçoit, c'est ce tableau Notion. Donc, elle est déjà dans le bain. Et puis, en fait, ce tableau Notion, c'est principalement une liste de liens Notion à aller lire. Ok. Donc, effectivement, la personne se retrouve complètement prise dans l'outil, bien obligée de toute façon, et donc commence un peu à se perdre dedans de lien en lien. Et en jour 2, j'arrive à 16h et je leur fais un training live où je leur montre, où je partage mon écran et je leur montre en fait plein de tips et plein de manières d'utiliser Notion. Je leur présente l'architecture de l'information, etc. pour voilà, les aider à le prendre en main. Ça, c'est jour 2. Et puis, semaine 2, dans leur onboarding, dans l'onboarding commun à tout le monde, il y a un training écrit aussi. Donc, une page Notion, en fait, ça s'appelle How to use Notion et avec vraiment là où je vais un peu plus loin sur comment Ok. écrire une page, etc., avec des détails beaucoup plus. Jour 2, c'est vraiment OK, vous êtes face à ce mastodonte depuis hier. Vous avez paniqué, pas de panique en fait. Hmm. Voilà ce que je vais vous montrer, donc ça les rassure, mais ils ont quand même eu le temps de se plonger dedans. Et puis en semaine 2, c'est vraiment un training plus avancé, quoi. T'as pas voulu, justement, dans le cas de cette connaissance, t'as pas voulu justement l'enregistrer en vidéo, par exemple, pour qu'ils puissent le consulter, plutôt que toi tu le fasses en live en fait à chaque fois, parce que plus ça va grossir, plus tu vas devoir le faire. Ouais, Après, bah en fait, j'imagine que ton passé de professeur, parfois ça revient, donc on a envie de se retrouver devant du monde aussi. alors déjà, ça me fait plaisir. Et puis surtout, on onboard par batch toutes les 2 semaines.
Ok. Donc en fait, toutes les 2 semaines, il y a, je sais pas, 20, ça dépend des moments. Des fois, c'est 5, 10, 20, 25, 30 nouvelles personnes. Et donc moi, je fais une heure toutes les 2 semaines, en fait. Ok. Donc finalement, c'est pas Ouais. trop. Et ça me fait plaisir aussi que les gens sachent que je suis leur point de contact. Ouais. Comme ça, ils m'identifient. Mais effectivement, là, on est en train de changer de learning management system, d'outils de learning, en fait, Ok. d'endroits pour faire nos formations. Et le nouvel outil me semble très cool. Et donc, je vais l'utiliser pour l'onboarding. En revanche, ce que je fais, c'est que tout ce que je leur montre, toutes les petites manipulations que je leur montre dans Notion, je les ai enregistrées avec l'outil Loom, que Ouais. tu dois connaître, donc qui Ouais. enregistre l'écran et sur lequel on peut aussi parler. Et donc, ils les ont documentés par ailleurs. Ok. Trop bien. Ok. Mais je leur montre Super. d'abord en live pour aussi prendre leurs questions. Et j'avais une question par rapport à la manière dont les personnes s'approprient en fait l'outil. Comment toi tu fais face finalement aux différentes erreurs ou à ceux qui utiliseraient mal l'outil Mm. parce que bah voilà, est-ce que ton rôle c'est celui d'être un peu père fouettard finalement Ouais. Ah oui, oui. c'est comme ça qu'il faut faire parce que Mm. c'est pas plus mal aussi d'avoir quelqu'un qui structure ça parce qu'au bout d'un moment si chacun fait ce qu'il veut globalement, c'est pas comme ça que tu construis une boîte incroyable. Hein. Au bout d'un moment, il faut aussi faire des choses un peu carrées. Ton rôle, c'est d'aller vérifier, en fait, ça aussi. Tu as un rôle de De vérificatrice veille. de Ouais, je fais veille. beaucoup de veille. Je fais beaucoup de veille. Et effectivement, j'ai complètement un rôle de père fouettard. Je le prends avec humour et mes collègues aussi, donc on en fait souvent des blagues. On m'appelle la Notion Police et ce genre de choses. Ok. Heureusement, j'ai beaucoup d'autodérision. Bon. Donc il y a pas de problème. Mais effectivement, il y a un grand rôle de veille et très souvent, voilà, je ping les gens, je leur dis: «Ah, regarde, là, c'est pas comme ça, va voir telle page pour voir comment le faire». Mais après, effectivement, j'ai aussi mes relais dans chaque communauté, enfin dans chaque communauté, on appelle communauté en interne, dans chaque équipe et qui sont appelés, knowledge reference, les Ok. référents knowledge et qui sont en fait des gens que j'ai identifiés comme étant des gens qui aimaient bien la documentation, voilà, qui avaient vraiment une appétence pour ça initialement et qui sont mes relais au sein de chaque communauté et qui à la fois me font remonter des questions de knowledge management qui sont de leur communauté et à la fois qui assurent justement le bon fonctionnement de l'espace Notion de leur équipe. Ok. Écoute, génial parce que je trouve, tu vois, toute cette partie documentation, c'est quelque chose qu'on oublie souvent parce que bah, c'est quelque chose. Enfin, documenter, c'est long, documenter, c'est difficile et Mmh. surtout d'arriver à construire quelque chose d'itératif et qui est capable en fait. Enfin, je pense que quand on parle de connaissance et de fait que ça soit mouvant, faut être capable justement de rapidement en fait pouvoir itérer et construire de la nouvelle connaissance sur autre chose sans casser ce qu'il y avait avant. Et je Mmh. pense que c'est, ouais, il y a une approche très Wikipédia finalement Absolument. Ah, mais c'est sur ce Wikipédia, qui a été fait, ah oui. qui est top. Et par contre, vous avez fait aussi un choix qui est compréhensible au regard de votre ambition internationale, mais dès le départ, en fait, tout est en anglais et il Ouais. n'y a jamais eu finalement de français. Alors que j'imagine entre collègues français, bah, globalement, vous devez parler aussi en français. Donc ça, vraiment, il y a aussi cette culture de l'anglais dans la documentation qui Ah est oui. absolument nécessaire parce que ça correspond à l'ambition que vous avez. Absolument. Alors ça, c'est le cas dès le début. Tout a toujours été en anglais et c'est en fait récemment qu'on a commencé à segmenter et à accepter de nouvelles langues parce que on est depuis quelques années en Espagne et en Belgique et on a l'ambition d'être partout en Europe. Et donc forcément, on a dû repenser l'architecture de notre documentation par rapport à cette internationalisation, c'est-à-dire que bah, toute notre section commerciale, par exemple, avec les pitchs, etc., bah, ça, en Espagne, c'est différent parce que le produit est différent. Mmh. Parce que l'assurance santé, le système d'assurance santé est différent. Et donc, on a repensé l'architecture à ce moment-là. Et donc maintenant, on a segmenté le contenu, par exemple, pour les commerciaux qui est global, c'est-à-dire qui concerne tout le monde, Ouais. qui est le même pour les Espagnols, les Français, les Belges. Et puis le contenu qui est spécifique à chaque pays. Et où là, on accepte pas forcément, si tu documentes un pitch de commercial, il faut quand même qu'il soit dans la langue dans laquelle tu fais le pitch. Donc, en général, on le fait en bilingue. Il y a dans la version globale le pitch en anglais. Et puis après, dans chaque sous-section par pays, les pitchs, on accepte évidemment, quand ça a du sens,
que ce soit dans la langue Bien sûr. utilisée. D'accord. Ok. Mais Euh, globalement, c'est quand même 95% d'anglais. Hein. ok. Et du coup, Notion, c'est l'outil que tu utilises au quotidien ou en fait, moi, ça m'intéresse de savoir s'il y a d'autres outils en fait que tu utilises également qui t'aident à être peut-être plus productive ou à améliorer toute cette connaissance en fait que t'as en interne. T'aurais d'autres choses à me citer? Bah, Loom, c'est vraiment, moi, je l'utilise plusieurs fois par jour. C'est-à-dire qu'en fait, dans une culture de l'asynchrone et du remote et de l'écrit, enfin de l'écrit dans le sens où de quelque chose qui est documenté, quand tu as un collègue qui te ping sur Slack en disant tiens, comment je fais ça sur Notion, justement, comment je bouge telle page à tel endroit, vous n'êtes pas au même endroit, moi je suis chez moi, cette personne-là est Ouais. chez elle aussi, ou au bureau, peu importe, même si on est tous les deux au bureau d'ailleurs. Je vais lui faire donc je vais enregistrer mon écran en lui montrant comment faire 4 secondes. Et ça, c'est vraiment. Et en fait, je pense qu'on a sur Loom, et d'ailleurs, on l'utilise à mon avis pas assez, mais on a sur Loom beaucoup de connaissances. Et souvent, quand je fais un Loom de quelque chose qui pourrait être utilisable par d'autres, d'une manière de faire qui pourrait être intéressante pour d'autres, je l'ajoute sur Notion à Ok. l'endroit où ça a du sens qu'il soit, quoi. Mais par contre, est-ce que vous avez des trucs, je ne sais pas si vous avez ça, des automatisations du style dès qu'il y a une nouvelle connaissance, les gens sont pingés. Alors peut-être vous avez un Slack, un Discord, je ne sais pas Ouais, ce que vous avez. ouais, Les gens sont pingés, ou alors j'imagine il y a tellement de connaissances qui arrivent tous les jours qu'au bout d'un moment c'est quand même un peu insupportable oui, d'avoir oui, des notifications dans tous les sens. oui. Donc comment est-ce que Ouais, vous en faites fait, ça? on a un Slack qui est ouvert à tous, enfin où tous les canaux sont publics en interne, et on a des canaux. D'ailleurs, dans mon training du jour 2, je montre aussi aux nouveaux comment utiliser Slack et comment ranger leurs canaux par section, etc. Et donc, on a des canaux announcement. Donc, il y a différents types d'annonces. Il y a les annonces générales, il y a les annonces RH, les annonces marketing, et il y a un canal knowledge announcement. Ok. Où en fait là, si quelqu'un vient de sortir, je sais pas, un toolkit pour faire tel truc, va l'annoncer sur cette channel-là. Après moi, effectivement, j'ai connecté Notion à mes notifications Slack sur certaines pages parce que tout est aussi en mode edit. Aucune page Ok. n'est interdite. Tout le monde a les mêmes droits, donc tout le monde peut éditer et aucune page n'est loquée. Et donc, il peut y avoir plein d'erreurs en fait. Souvent, quelqu'un, il y a son chat qui passe sur son clavier, ça efface un Ouais. paragraphe, quoi. D'accord. Et Ok. donc sur les pages vraiment importantes, moi je me suis mis des notifications à moi et j'ai une notification Ok. dès qu'il y a une modif sur la page pour pouvoir monitorer. Et d'ailleurs, souvent, ça m'a été très utile de le voir. Quelqu'un, par erreur, avait effacé toute une partie. Et voilà, comme ça, moi, je peux le restaurer et on est sûr Ok. qu'il y a pas de problème. Et et tu as fait des backups en fait de toute cette connaissance. Il y a une notion en fait underground Ouais, qui ouais, au cas où est là pour ouais, ouais. justement faire le Oh, backup au cas où. on a un export quotidien de Notion sur GitHub. D'accord, ok, Ouais. trop cool. Que ça, on a fait, ça c'est en interne, c'est un ingé qui nous l'a mis en place en interne. Ouais. Ok, d'accord. Mais Du je coup, crois pas que ce soit très difficile à faire, cela dit, même en no-code. faudrait voir, mais par contre, je Ouais, trouve que la démarche est très intéressante parce que, enfin, ça, c'est mon passé de développeur qui parle. En règle générale, toujours avoir un backup de ce qu'on fait parce que on sait pas en fait ce qui pourrait se passer à ce moment-là. Donc non, hyper important. Tu fais un petit, alors non, deux choses. La première, le Slack, c'est également de la connaissance. Hein, c'est de la connaissance peut-être un petit peu éphémère. C'est toi qui l'as mis aussi en place avec les différents channels, tu participes ou en fait là pour le coup c'était pas ton travail et oui, un knowledge manager fait pas ça. non, dès que quelqu'un, alors ça c'était déjà en place, il y avait déjà plein de canaux, etc. Mais par exemple, dès que quelqu'un a une question sur où poster, c'est une question sur est-ce que tu penses que ce serait intéressant de créer tel canal, ou une question de quelqu'un a posté ça sur tel canal, mais à mon avis ça irait mieux sur tel canal. Ça, par contre, c'est moi la référente des Ok, outils. En fait, je suis la référente des outils internes parce que euh, parce que j'ai 3 piliers dans mon travail. Le premier pilier, c'est la base de connaissances. Le deuxième pilier, c'est la connaissance des Alaners, donc c'est-à-dire à partir de cette connaissance qu'on a sur Notion, comment on la fait circuler et vivre pour qu'elle devienne un apprentissage. Et le troisième pilier de mon travail, c'est vraiment la communication et les outils internes. Donc où est-ce que cette connaissance circule et comment? ok, génial.
Et tu as d'autres outils là, que tu utilises ou un petit coup de cœur d'un outil que tu as découvert récemment et qui t'aurait plu, que tu aurais envie de nous partager à tout hasard? Moi, je suis hyper minimaliste en outils, hein. Mais par Il contre, faut. on a un canal sur Slack qui s'appelle outils, enfin en français, Tools Exploration, donc Ok. exploration d'outils, et où chacun poste des outils qu'ils viennent de voir, qui sont cool, etc. Moi, un outil français d'ailleurs que j'ai bien aimé, c'est Clap. Je sais pas si Ouais, tu en as entendu parler. Bah, j'ai c'était entendu d'ailleurs, je parler. crois, sur Product Hunt en produit de La la semaine semaine, la dernière, je semaine crois. dernière. Ouais. Ouais, exactement. Et c'est en fait, c'est comme Loom, mais avec de l'écrit. Donc, tu enregistres ton écran, tu peux parler, mais tu peux aussi avoir des conversations en commentaire sur des parties de l'écran, etc. Et Ouais. je trouve ça pas bête. Alors, je pense que chez Alan, ce serait à utiliser plutôt un niveau micro, mais sur des boîtes qui ont une culture différente, je pense que c'est vraiment un super outil. Pour des personnes qui sont dans de l'éducation ou sur du logiciel comme moi, c'est typiquement le genre d'outil qui est très pratique pour apprendre à se servir d'un logiciel, comment est-ce que ça va. Exactement. Effectivement, tu rentres un peu plus profondément, effectivement, c'est pas très généraliste, mais par contre, pour faire du tutoriel, tu vois, comme tu vois par exemple sur YouTube ou autre, bah, on pourrait imaginer aussi une autre manière finalement de voir l'accès aux outils Mm. par des claps. Donc, effectivement, très cool. Je crois que Très c'est deux cool. a clap.io ou je sais plus, parce que je pense Faudrait que que je le les gens retrouve. cherchent clap. Mais ouais, Je le mettrai en commentaire trop cool. de la vidéo Ça m'a et vraiment sur plu. Spotify, comme ça tout le monde le verra. En ce qui concerne tous les outils no-code, ça parle un petit peu no-code en fait chez Alan. On parle un peu de Webflow, on parle un peu d'automatisation, de Ouais. make, ou en fait pas trop. On est resté, c'est pas vraiment des choses que vous faites. Mais si, parce qu'en fait, tout à fait lié à notre principe de responsabilité distribuée, c'est pas les ingés d'un côté et les autres qui attendent que les ingés puissent dégager du temps pour les aider. Donc évidemment que l'équipe marketing, elle utilise Webflow tout le temps. Ok. Et en fait, de toute façon, nos ingés, bah, ils construisent le produit et donc ils ont pas le temps. Et c'est bien normal et ils font un travail extraordinaire d'ailleurs. Mais pour plein de choses qu'on doit faire en interne, en fait, et puis c'est aussi ce truc de chacun se débrouille un peu aussi à aller chercher, faire ses recherches. Moi, ce que je dis toujours aux nouveaux, c'est on attend de vous que vous ayez un état d'esprit archéologique, c'est-à-dire demandez pas toujours aux gens comment on fait ça, va chercher quoi, que ce soit même sur Google ou dans tout Oui. ce qu'on a, dans tout ce qui s'est déjà dit sur Slack. La recherche sur Slack est géniale, donc va le chercher de ça, etc. Et donc dans ce même esprit-là, évidemment que les gens, dès qu'ils ont un problème technique, ils vont pas nécessairement aller voir un eng ou pinguer un eng pour leur dire ah, comment je peux faire, est-ce que tu peux m'aider? Ils vont chercher des solutions par eux-mêmes et être super scrappy, quoi, super malin. Et donc, on utilise énormément Zapier, mais vraiment énormément. Ah, vous êtes là dans la team Zapier, pas trop Make. Du coup, je sais il y a Et deux ben, volets écoute, avec plaisir pour tester d'autres outils par ailleurs. carrément. Jusqu'ici, ça a été Zapier parce qu'on, je pense qu'on a un compte d'entreprise tout simplement. Mais moi, justement, je suis un peu la garante de ah ben on essaye des nouveaux outils. Ok, Enfin, tout le monde, en fait, peut essayer des nouveaux outils. Après, il y a des questions de sécurité. On ne peut pas installer n'importe quel outil à essayer bien non sûr, plus et à le plugger sur toutes nos données, etc. On fait quand même super attention à ce genre de choses. Et donc, on a quand même tout un process quand on veut installer un nouvel outil par rapport à la bien sécurité. sûr. Et c'est bien la moindre des choses. Mais donc, voilà, par exemple, je sais que nos équipes support, elles utilisent Zapier quotidiennement. Et je sais que dans l'équipe support, il y a 3-4 personnes qui sont vraiment, qui ont documenté tout ça, mais qui sont en plus vraiment fans de Zapier. Et donc, il y a un username sur Slack qui est Zapier Wizards, donc les magiciens de Zapier. Et voilà, tu peux les pinguer si tu as besoin d'aide supplémentaire. Et d'ailleurs, moi, ça m'est déjà arrivé de galérer à faire un truc. Et voilà, la personne me fait un loom de son Zapier. Trop bien. Et ça, c'est des Donc, choses que vous gardez d'ailleurs dans la connaissance ou tu considères que c'est ouais. de la connaissance éphémère et il n'y a pas besoin Non, de non, le faire? non, on le garde, bien sûr, on le garde. Ouais, ouais. Ok, On le garde. Ouais, ouais. ok. Trop cool. Je suis content de voir aussi que même dans des boîtes finalement de 500 personnes, ce que tu dis, ça correspond totalement à l'état d'esprit que j'essaye de véhiculer aussi autour des outils no-code. Il ne faut pas attendre que ça des ingénieurs parce que bah, finalement, ils ont déjà aussi un produit à faire. Et finalement,
sur de l'interne, il faut arriver à se débrouiller. Pour ça, il faut également être capable de se former, d'avoir quelque chose que tu dis, et c'est assez marrant parce que je le retrouve à longueur de podcast ou à discussion. Allez chercher sur Google par vous-même. C'est la clé. Je Et crois ça qu'on le paraît tout bête, répétera mais pas tout jamais le monde le assez. fait. Pas tout le Mais monde le fait, alors que ça paraît tout bête, quoi. et tu sais, c'est un peu comme le tableau Excel. On te demande en fait dans le travail d'utiliser Excel quand tu arrives dans une entreprise, sauf qu'en fait, on t'a jamais appris à l'utiliser. Et ben peut-être aussi il y a des gens finalement, on a l'habitude, je pense aussi avec les réseaux sociaux, tu vois, que l'information nous arrive, mais on sait plus Ouais, vraiment chercher l'information. absolument. Et je pense qu'il y a aussi un travail. Alors peut-être là, du coup, il faut aller le voir à l'école plus tôt. Mais c'est des choses qui au final sont importants. Je voulais terminer encore sur deux petites questions avant de terminer ce podcast. Comment toi as réussi à te former sur ces outils? Parce que tu as finalement un profil qui est assez atypique. Tu me disais que tu étais prof de français, donc effectivement, je pense que du coup, tu étais plutôt proche. En règle générale, on reproche souvent aux professeurs de ne pas être très techniques. Et c'est vrai que de te retrouver directement dans un environnement, c'est sûrement moins vrai pour les nouvelles générations en vérité, mais aujourd'hui, force est de constater encore que je pense que l'éducation nationale c'est pas encore organisé comme à l'âne, hein, je pense. Donc Ouais, c'est c'est pas surtout qu'on encore n'est très pas tight. formé, en fait, en tant que prof, Voilà, et vous n'êtes donc pas c'est formé. Et comment est-ce que toi, tu as réussi à. Qu'est-ce qui t'a intéressé et surtout, comment tu t'es formé en fait à ces nouveaux outils, à la technique en soi, en fait? justement, en allant chercher. Ok, Donc typiquement sur, des outils comme Zapier où il y avait déjà des gens en interne qui aimaient vraiment ces outils-là et qui, je les ai, nous on utilise beaucoup la méthode du shadow, c'est-à-dire que tu te mets derrière l'écran de quelqu'un ou alors, la personne en remote, la personne partage son écran et tu regardes en fait comment elle fait des choses et ça on le fait énormément. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose c'est, pour Notion en particulier, ils ont la chance d'avoir une communauté extrêmement active, sur internet. Donc en fait sur YouTube, il y a des tutos mais par, milliers. Donc ouais, évidemment, les premières fois que j'ai fait des databases, j'ai été regarder des tutos YouTube en fait. ok, Donc soit voilà, soit, en cherchant moi-même, en me trompant, jusqu'à faire mieux, soit en allant voir des tutos, soit en demandant s'il y avait déjà des expertises en interne, en allant demander à des collègues de me montrer comment ils faisaient. ok, d'accord. Tout simplement, en fait. Ok, trop bien. Bon, je pense qu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas tellement de formation spécifique Non. sur Ah non, Notion. non, non. Déjà, ils étaient concentrés sur créer un Ouais, produit. Et donc, exactement. non, je pense que surtout sur ces outils-là où la communauté est extrêmement importante, Ouais, je pense il y a que tout ce ça qu'il déjà, faut. Il y a tout ce qu'il faut. il y Et a la des gens qui. documentation de Notion elle-même est très bien faite. Donc en fait, sur Oui. les basiques, Notion documente ça super bien. Donc c'est vraiment très simple à trouver. Bon, au moins, ce que je voulais dire aussi par cette question, c'est que finalement, toutes les personnes qui aussi arrivent sur ces outils, pas besoin forcément d'être ingénieur pour arriver à les Ah non. prendre en main. Mais c'est encore assez important. Ça peut paraître un peu bête, mais il y a plein de gens qui aujourd'hui, on parle de no code, on entend quand même code. Mmh. Et c'est vrai que ça fait un peu peur en fait sur d'autres points. Donc Ouais. voilà. Et je termine très rapidement sur une toute dernière question. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils juste à donner à des personnes qui se lancent sur Notion? euh, euh, Quels Ouais. seraient les points par lesquels ils devraient démarrer? Ouais, alors je dirais n'ayez pas peur. Ça peut paraître, en fait, il y a tellement de possibilités de choses sur, Notion que les gens, se disent: «Mais non, il y a trop de choses, possibles. Moi, j'ai besoin d'un truc simple» et cetera. Mais n'ayez pas peur, en fait, toutes ces possibilités-là deviendront complètement intuitives dans 3 jours. Ok, La prise en main, prend 3 jours, à mon avis. Au bout de 3 jours, vous êtes tranquille et sachez qu'il y a 2 commandes. Il y a, enfin la commande principale, c'est le slash et il faut savoir ça. Il y a la commande, il y a 2 notions, je voulais dire. Il y a la notion de commande avec le slash qui permet de faire tout ce que vous voulez et il y a la notion de bloc. Une fois que vous avez compris ces 2 notions, sur Notion, vous aurez compris l'outil et c'est tout ce qu'il y a à savoir, en fait. Les bon, blocs et les commandes. parfait. Bon, du coup, après, il faut
pratiquer. Je pense que c'est pratiquer et aller chercher sur Google. C'est ce qu'on retiendra. Écoute, Anna, 1h12 de discussion sur ça. Un grand merci pour ton temps et puis surtout de nous avoir partagé tout ça, toute cette culture d'Alan, tous tes acquis que tu as eu en tant que knowledge manager. C'était hyper précieux. Je pense que ça va beaucoup servir à toute la communauté aussi no code, d'essayer de comprendre à quel point c'est hyper important, non pas seulement pour monter une boîte, mais même dans la vie d'un produit, de savoir documenter et comment le faire. Visiblement via Notion, ça marche très bien. Donc un grand merci à toi pour d'avoir accepté l'invitation. Tu reviens bien évidemment quand tu veux dans le podcast et je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction du moment où vous regardez ça. Anna, je te dis à très bientôt et encore merci. Merci, à très bientôt. Et voilà, c'est déjà fini, on va devoir se quitter ici. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. J'espère bien évidemment que tu auras passé un bon moment et surtout que tu auras appris de nouvelles pratiques qui pourront t'aider dans ta carrière et tes projets. Mais avant de partir, si l'univers des outils no-code t'intéresse, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux où la discussion continue. Également à noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir et surtout à partager ce contenu à un maximum de personnes qui pourraient être intéressées. Si tu souhaites te former aux outils no-code, rendez-vous directement sur le site d'Uncode School. Si tu souhaites trouver un job ou embaucher un product builder dans ton entreprise, rends-toi directement sur productbuilder.fr où des centaines d'offres d'emploi no-code sont déjà présentes et n'attendent que toi. Tu connais peut-être même ma newsletter No Code Session où j'y parle de l'actualité no-code chaque semaine. Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Bref, tu connais la chanson. Tous les liens sont en commentaire de ce podcast. D'ici là, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Et comme on dit, à ciao, bonsoir.